Bonjour tout le monde. Donc, je suis Élysia, thérapeute holistique et enseignante en spiritualité appliquée. La chaîne Élysia Unifia, le but, c'est tout simplement d'unifier toutes les différentes perspectives au niveau des méthodes de guérison que j'ai expérimentées, que je veux partager avec vous. Et je vous les présente aussi à travers ces 3 portes d'entrée, la tête, le cœur, le corps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de mon histoire. Bien, dans le fait que pour tout chemin de guérison ou toute expérience là, de vie personnelle au niveau du cheminement personnel, il y a toujours un point de rupture, un moment, un déclencheur, une situation qui vient bousculer notre vie. Qu'est-ce que j'entends par point de rupture? En fait, j'aime l'expression point de rupture parce qu'il y a quelque chose qui doit casser. Puis, on n'aime pas ça quand ça se brise, on n'aime pas la notion de cassure, mais en réalité, c'est nécessaire parce que c'est notre carapace qui doit casser. Cette carapace, c'est notre mode de fonctionnement automatique qu'on utilise pour se protéger. Et c'est un paradoxe parce que cette carapace-là nous empêche d'aller plus loin, d'aller obtenir ce dont on manque tellement, d'amour, de reconnaissance, etc. Donc, la brisure, le point de rupture, c'est cette faille qui vient ouvrir la carapace et laisser entrer la lumière. Le point de rupture pour moi, comment ça s'est produit? En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment c'est comme une caricature, là, en quelque sorte. Dans ma vie, auparavant, ça allait, tout roulait comme sur des roulettes. Rencontrer mon conjoint, le mariage, l'achat de la maison, la naissance de mon premier garçon. Et là, enceinte, on a des cours prénataux, puis il donnait l'exemple de césarienne. Moi, je me disais, ben non, ça ne m'arrivera pas. Bam! Mon chum me disait, on est les autres des autres. Tu sais, on se dit tout le temps, ça va arriver, ça arrive juste aux autres. Bien, c'est ça, on est les autres des autres. Donc, ça m'est arrivé. Et pour moi, c'était comme un drame. Et la césarienne, c'est comme une cassure, oui. Mais ensuite, c'est surtout la maladie qui a suivi par l'après. La naissance de mon fils, c'est... par la suite, je vais vous expliquer les liens que j'ai faits par rapport à pourquoi mon corps a réagi comme ça. Mais après 1 an de vie avec mon fils, il faut dire qu'au début, quand il est arrivé, la césarienne, pour moi, c'était un choc. Donc, j'ai eu de la misère à m'attacher à ce petit bébé-là. Heureusement, ça s'est quand même produit par la suite. Et au bout d'1 an, il rentre à la garderie. Moi, je travaille fort aussi. Et là, il y a comme un épuisement qui se fait. Et c'est vraiment banal parce que les premiers symptômes, je suis tombée malade, vomissement, étourdissement, rendue à l'hôpital, les médecins ne savent pas ce que j'ai, on ne comprend pas, puis ça a duré, là, j'ai été hospitalisée pendant des semaines. Ils ont fait tous les tests. Au début, c'était labyrinthite parce que j'étais étourdie, mais il semblerait qu'une labyrinthite, les yeux font comme ça. Moi, mes yeux, ça allait dans tous les sens. Ensuite, c'était est-ce que c'est des migraines? Non. Est-ce que c'est cancer? Ils ont vérifié, j'ai fait des échographies. Sclérose en plaques, il paraît que la sclérose en plaques peut se manifester après la naissance d'un premier enfant au niveau hormonal. Non. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi, j'avais presque envie que ça soit ça, là, qu'on me trouve, mais de quoi qu'il s'agit? Mon entourage, mon conjoint, ma famille, eux autres étaient soulagés que c'était ni la sclérose en plaques, ni le cancer, etc. Ils ont fini par faire une ponction lombaire pour aller chercher, et dans mon système nerveux, il y avait de l'infection. Et la médecine conventionnelle a juste réussi à trouver que c'était un banal virus du rhume qui avait déclenché que mon système immunitaire avait attaqué mon propre système nerveux. Tout simplement. Mais pour moi, c'est comme, oh, mais ça ne marche pas, là, c'est pas suffisant, mais pourquoi? Comment ça se fait? Je ne vous mens pas, là, pendant 2 mois de temps, à chaque jour,
soit 1 ou 2 fois par jour, je vomissais continuellement, je retenais rien, j'arrivais pas à récupérer. Euh, pour moi, ça a été mon point de rupture. C'est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, oui, j'ai récupéré tranquillement. Je me rappelle qu'il y avait comme cette notion d'arrêt. Je me permettais jamais de m'arrêter. Puis, vous remarquerez, si vous regardez dans votre propre vie, souvent, les points de rupture, c'est ça. Ça nous oblige à s'arrêter. Ça nous oblige à regarder, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis effectivement, j'étais comme tout le temps en train de courir. Évidemment, là, on entend ça souvent, notre société est hyperactive. Et par la suite, donc retour à la maison, mon Dieu, j'avais à peine de l'énergie pour faire quoi. Je me rappelle, tout ce que je pouvais faire, c'était, puisque mon conjoint était pris, là, papa monoparental avec un bébé. Fait que, donc, il faisait de son mieux. Puis il y avait maman qui était malade aussi. Et je me rappelle, j'étais dehors avec mon fils d'1 an, puis il jouait dans le sable, puis je pouvais juste être avec lui. Fait évidemment, cet état-là m'obligeait à ralentir puis à profiter des petites choses quotidiennes. Par la suite, c'est en psychothérapie que j'ai compris une partie de ce qui s'était produit. C'est là que j'ai découvert comment le corps réagit et nous parle de ce qu'on porte. Quand on dit une maladie, parfois on peut même traduire en disant mal à dire. Donc, c'est quelque chose qui avait du mal à se dire, puis il a fallu que je passe par la maladie pour m'en rendre compte. En psychothérapie verbale, la psy, à l'époque, on avait fait le lien. Je lui décrivais les symptômes. J'étais incapable de me nourrir. J'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi. Je ne pouvais pas me déplacer. Physiquement, j'étais tellement étourdie que j'avais de la misère à marcher. Je devais m'appuyer sur quelqu'un. Bref, c'était comme la dépendance extrême. Et dans mon histoire, puis là, c'est là le punch, j'ai fini par comprendre. J'ai été en contact avec mon bébé. Donc, mon corps a été... il y a comme une mémoire du corps qui a été ravivée dans l'expérience d'un bébé de cet âge-là. Dans l'année, les mois de l'année, je suis tombée malade au mois d'avril. Et dans l'histoire, comme bébé, moi, je suis née en septembre et mes parents s'étaient séparés en avril. Donc, j'avais 7 mois au moment de la séparation de mes propres parents. Alors, dans l'histoire, évidemment, vous pouvez imaginer la scène. Ma mère pas disponible, prise émotivement, mon père pas là. Donc, mon corps s'est rappelé de cet état de dépendance, mais mes besoins de bébé n'étaient pas assouvis parce que je me suis retenue comme bébé. C'est bizarre dit comme ça, hein? Un bébé peut retenir ses besoins, puis il peut se retenir, il peut s'adapter. Ben oui, c'est fou, là, mais oui. Un bébé, pour sa survie, va s'adapter aux parents qui sont disponibles ou plus ou moins disponibles et il va se retenir. Et donc, à ce moment-là, dans mon histoire, j'avais retenu, je n'avais pas été trop dépendante et j'avais retenu cet état-là de dépendance de bébé. Et en étant en contact avec mon propre bébé, bien, ça l'a réactivé ma mémoire corporelle à propos de ça. Ça, c'est un morceau important pour moi que j'ai fini par comprendre. Mais je vous avoue que ce n'est pas vraiment la médecine traditionnelle, conventionnelle qui m'a aidée ou la thérapie conventionnelle non plus. Et j'ai dû me tourner plus vers des méthodes alternatives. À l'époque, quand j'étais malade, même si la médecine avait identifié que mon système immunitaire avait attaqué mon système nerveux, ben oui, mais ça ne m'avance à rien, là, je suis toujours aussi mal, là. C'est l'acupuncture qui m'a sauvée à ce moment-là. L'acupuncture qui, je me rappelle, a vérifié mon pouls, elle parlait du pouls chinois. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais bon, bref, elle me disait mon énergie est à 0, presque. Et donc, on remettre en branle l'énergie dans mon corps. Et je suis allée voir ensuite un naturopathe un peu médium. Et c'est avec lui que j'ai compris, puis il y a quelque chose qui a vraiment énormément résonné.
il a utilisé le pendule, OK? C'est la radiesthésie. Le pendule, j'ai tellement aimé la pratique que moi aussi, je me suis procuré mes propres pendules. Je vais vous illustrer un peu ce qu'il a fait avec moi, OK? Alors, en fait, il me regardait comme ça, puis il évaluait mon champ électromagnétique, ce qui se dégage. Donc, c'est comme une façon d'aller chercher de l'information au niveau de l'invisible, si on peut dire, au niveau de l'énergie. Quand il me regardait comme ça, c'est comme si le pendule allait vérifier, par exemple, droit, ça c'est moi. Puis là, ensuite, OK, on le laisse aller. Puis là, dans l'angle, il pouvait voir jusqu'où, mettons, mes champs électromagnétiques, là, mes chakras, jusqu'où, mettons, chakra racine, chakra, bon, etc., jusqu'où ça allait. C'est nouveau pour moi. Fait que j'étais comme, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bon, puis là, il me décrivait les informations que ça lui donnait. OK. Mais l'information qui m'a le plus touchée, il s'est mis à demander au niveau il m'expliquait que ce qui s'était passé, c'est que j'avais tellement absorbé des charges émotionnelles de toutes les personnes avec qui j'étais en contact, absorber des charges émotionnelles. On peut comprendre le principe de l'état de quelqu'un d'autre, ça nous affecte. Puis, moi, j'ai tellement voulu retenir, m'assurer que les autres allaient bien. Comme bébé, j'avais l'histoire de je veux m'assurer que maman, papa soient bien. Et il avait fait le calcul. Il calculait, puis là, mettons 50, 60, oups, OK, 60, 62, 63. Puis là, quand ça arrêtait, c'est OK, c'est ça. 63 charges énergétiques. Puis il m'a expliqué que quand je vomissais, je me nettoyais de ces charges-là. Et c'est comme si tout d'un coup, ça l'avait basculé dans, au lieu de voir le symptôme comme étant à résister, c'était comme, mais non, c'était parfait. Il fallait que je me nettoie. Il fallait que je libère toutes ces charges énergétiques pour revenir moi-même, à moi-même. Donc, il disait, une chance que tu es passé par là. Je ne sais pas comment tu aurais fait si tu n'avais pas eu l'expérience de te nettoyer comme ça. Fait que là, j'ai envie donc de vous parler un peu plus de la radiesthésie. Pour ceux que ça intéresse, il y a Chantal Vereyan qui offre en France, je pense, des formations, mais ces formations sont en ligne, donc vous pouvez y accéder de n'importe où. J'ai aimé, mais c'est très structuré. Donc, mais ça fait du bien quand c'est structuré, évidemment. Mais pour moi, je trouve que c'est plus large que ça. Puis elle expliquait différentes façons d'utiliser le pendule. Mais ce qui m'a étonnée le plus, c'est que quand j'ai pris une formation avec la Société québécoise d'hypnose pour illustrer comment notre pensée influence la matérielle, bien, il utilisait le pendule. Je fais comme, ben oui, mais je connais ça. Puis là, je vais vous montrer, je suis certaine qu'il y en a qui ont déjà vu ce truc-là. Vous savez, quand on est plus jeune, adolescente, mais surtout les filles, j'avoue, là. Les gars, ça vous intéresse moins, là, ces affaires-là. Là. Mais les filles, on est comme, ah, combien d'enfants je vais avoir? Puis ça va-tu être une fille ou un garçon? Bon, etc. Et moi, ce qui m'a fascinée, donc, c'est tout ce qu'on a à faire, on prend un fil, puis on met une aiguille au bout du fil. Puis là, bien, on ouvre la paume de notre main, puis c'est au-dessus de la paume de notre main. Puis le truc, c'est que si c'est rond, c'est une fille. Si c'est d'avant en arrière, c'est un garçon. Bref, c'est drôle parce que de façon intéressante, moi, ce que ça disait, donc, on pose la question avec l'intention, OK, qu'est-ce que je vais... je vais le faire avec... Là, vous ne le voyez pas beaucoup avec l'aiguille. Je vais le faire plutôt avec le pendule. Alors, donc, à l'époque, je demande simplement, OK, les enfants que je vais avoir, combien d'enfants? Et le premier, c'est quoi? Donc, le premier, c'était d'avant en arrière un garçon. OK. Puis là, pour savoir le deuxième, là, on dépose l'aiguille dans la paume de la main. Dans ce cas-ci, c'est un pendule avec une pierre. Puis on relève. Et ensuite, là, moi, ce qui me fascinait, c'est qu'il y avait les deux. Il y avait rond et d'avant en arrière. OK? Comme ça le fait maintenant. OK? Et là, j'étais comme, oh wow, genre des jumeaux. Puis le pire, c'est que j'avais un médium qui m'avait dit que j'aurais des jumeaux. Puis j'étais certaine que ça allait être un gars, une fille, le couple des jumeaux.
Mais à mon naturopathe voyant un peu, là, celui qui m'a montré le pendule, il me disait, ben non, puis j'étais enceinte à l'époque avec lui, puis il me disait, moi, je vois une seule âme dans ton ventre. Mais cette âme-là, elle n'a pas de dualité, ni garçon, ni fille, ou les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que dans l'énergie, ça présente les deux en même temps. Puis ça a été une grosse leçon parce que j'ai toujours, vous savez, le concept de l'énergie, là, c'est tout et rien en même temps. OK? Puis souvent, j'ai passé par des phases dans ma vie où est-ce que je me disais, ben OK, ben c'est pas vrai ces histoires-là, fait que on décroche, on laisse tomber, puis c'est tout. J'ai eu une relation amour-haine avec les pendules, là. C'est comme, il dit pas la vraie affaire, etc. Premièrement, il faut dire aussi que si mon mental influence, donc dans la Société québécoise d'hypnose, quand ils ont donné la formation, on peut influencer le pendule. On peut penser à quelque chose et la matière va réagir à notre pensée. La difficulté, c'est, OK, comment je départage quand c'est mon mental qui influence ou quand c'est bel et bien l'intuition et quelque chose de beaucoup plus juste comme information qui émerge. C'est ça, la grosse difficulté. Puis cette histoire-là dans l'énergie, mon deuxième fils, parce qu'il s'est manifesté, puis il m'expliquait quand il y a eu la naissance de mon deuxième garçon, il me disait, il y a eu de la misère à décider s'il serait fille ou garçon avec toi. Et il a jugé que c'était mieux qu'il se manifeste en garçon. Puis honnêtement, j'avoue, avec le recul, avec la sagesse de l'âge, que oui, effectivement, dans la dynamique familiale, une chance que c'est deux garçons, parce que si j'avais eu une fille, il y aurait eu trop de rivalité entre les deux. Puis en tant que deux garçons, bien, ils se sont mieux reliés l'un à l'autre. Mais moi, j'étais vraiment déçue. J'aurais vraiment voulu une petite fille, mais bon. Parce que je voyais une fille aussi dans le deuxième. Bref, c'est mon exemple pour vous illustrer que c'est complexe. Des fois, dans la densité, dans la matérialité, ça ne donne pas la même chose que ce qu'on voit dans l'énergie ou dans l'invisible. Si on a une pensée linéaire, si on a une pensée de façon 3D, c'est noir ou blanc, c'est là qu'on va se dire, bien, toutes ces histoires d'énergie, c'est faux. Il faut ouvrir la perspective pour dire, est-ce que les deux peuvent être vrais à la fois? Comme ce principe de c'est faux ou c'est vrai. Non, ça peut être les deux ensemble. Dans la première vidéo, je vous parlais de la légende de l'éléphant et des aveugles. Mais c'est ça. Pour la question de l'énergie, c'est tout et rien. Puis l'intrusion du mental, c'est drôle parce que les gens, souvent, ils cherchent à définir quand est-ce que c'est mon mental, mais mon anxiété parfois, ou c'est vraiment mon intuition. Le problème avec ça, c'est que on dit que la spiritualité est impossible à prouver. Parce que par définition, on est créateur et vous allez toujours trouver les preuves de ce que vous croyez. Donc, si vous n'y croyez pas, vous allez... On appelle ça aussi le phénomène de l'autoconfirmation d'hypothèse. Donc, si vous partez avec l'hypothèse que il n'y a rien dans l'invisible, ce n'est que le matériel qui existe, vision 3D, trois dimensions, bien, vous allez rencontrer des indices qui vont prouver ce que vous pensez. Et évidemment, si vous êtes ouvert à cette question de l'invisible, bien, vous allez aussi rencontrer des indices qui prouvent votre vision. Il y a je suis toujours très intéressée par les histoires, les romans qui viennent chercher des informations scientifiques par rapport à la spiritualité. Comme je vous disais dans ma première vidéo, j'aime faire le pont entre la science et la spiritualité. Il y a Laurent Gounel, qui est un auteur qui raconte plusieurs histoires et qui ramène des éléments de recherche, des éléments scientifiques dans son histoire pour venir étayer un peu ce qu'il raconte. Puis il y a un passage qui m'a vraiment marqué, puis j'ai envie de vous le lire parce que c'est vraiment un must, selon moi. Ça serait la seule, en guillemets, preuve que Dieu existe. Rien de moins. OK.
On part du principe que c'est Hubert Reeves qui fait ce passage-là. Le moindre atome de notre corps n'est rien d'autre qu'une poussière d'étoiles, pour reprendre la formule de Hubert Reeves. Donc, il va ensuite plus loin dans le livre. Il explique comment, donc, si on part du principe qu'on est formé d'étoiles, le nombre, puis pour que les étoiles existent, OK, pour la création de l'univers, puis à partir d'équations mathématiques, le nombre de conditions qui doivent être réunies pour que la création de l'univers puisse se faire, c'est des conditions extrêmement précises. Le taux de matière, excusez-moi, le taux de matière noire, le taux d'expansion initiale, là c'est des termes que c'est pour ça qu'il fallait que je le lise. Donc, le taux d'expansion initiale, la masse des protons, la vitesse de la lumière, la masse des électrons, la constante de gravité et bien d'autres encore. Tout ça, là, pour que ça soit parfaitement réuni, si un seul de ces éléments-là allait été différent d'une différence microscopique infinissimale, alors les conditions n'auraient pas été réunies pour la création des étoiles. Puis pas d'étoiles, pas de vie. OK? Puis là, il y a un personnage qui argumente en disant « Oui, mais peut-être que c'est le hasard que toutes ces conditions-là ont été réunies. » Si c'est une question de hasard, alors il faudrait que ce soit l'ordre d'un 10 à la moins 60e. J'ai demandé à mon conjoint, il est prof de maths, puis je lui ai demandé comment lire ça. C'est exposant à la moins 60. Ça veut dire que c'est après le zéro, là, après la virgule, c'est 60 chiffres plus loin. OK? En gros, donc là, j'ai décroché des chiffres. En gros, c'est la probabilité pour qu'un archer atteigne une cible d'1 centimètre carré placé aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Vu de même, c'est comme carrément impossible. Donc, il faut qu'il y ait une intelligence derrière la création de l'univers. Ça, c'est le seul élément scientifique que je vais vous sortir pour ce qui est de la question de est-ce que Dieu existe? Fait que tout ça, avec tout ça, à l'époque, mon naturopathe, il m'a encouragé à observer les coïncidences. L'univers te parle, la vie te parle, mais il faut juste que tu ouvres l'œil et reste attentif. La question des vomissements que j'avais, sur le coup, je le voyais comme, c'est plus catastrophique, c'était comme à résister, à ne pas vouloir ça, à éviter ça. Mais non, c'était nécessaire, c'était parfait. Mais ça, c'est toute une question de perspective autrement. La question du verre à moitié plein ou à moitié vide, est-ce que vous pouvez le voir différemment ou même juste c'est de l'eau dans un verre, tout simplement. Mais ouvrir sa perception des choses. Et là, mettez-vous à remarquer les coïncidences. Il y a une belle coïncidence qui m'est arrivée. Je me suis mis, par exemple, à voir les places de stationnement. Vous allez à un endroit, là, vous allez à un restaurant en ville, il n'y a pas de place. Demandez à l'univers une belle place de stationnement devant la place où est-ce que vous allez. Moi, ça m'est arrivé, je suis allée au Carrefour Laval. C'est un endroit où est-ce que, mon Dieu, c'est très, très difficile quand c'est en plein achalandage. C'est très difficile de trouver une place. Et je me rappelle, le défi, c'est de juste se laisser sentir dans le corps. Vers quoi je suis attirée? Par quoi je m'en vais? Quand, mettons, on doit piger une carte, là, des cartes oracles, pour ceux qui connaissent, mais il y a comme un endroit que notre œil est attiré, l'élan spontané. Et je me rappelle encore, je devais tourner à droite, à gauche, puis là, quand je me dis, j'ai envie de tourner à droite, mais je m'en allais dans un endroit où il n'y a jamais de stationnement, c'est toujours plein. Je me dis, ben non, mais je ne trouverai pas. Mon mental, il pédalait, il disait, ben voyons, ça ne se peut pas. Et arrivé dans cet endroit-là, je me rappelle encore, il y a une personne qui recule et qui me laisse sa place. C'était à 10 mètres de l'entrée du centre d'achat. Alors, allez-y, restez ouvert, demandez à l'univers, puis vous pourriez être surpris.